Benjamin Lancard, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons, je vous présente, vous êtes président des jeunes de l'UMP, conseiller régional d'Île-de-France. Vous passez pour être un jeune espoir de la politique. Vous avez 26 ans, vous avez été élu il y a 2 ans. C'est vous qui aviez lancé le fameux clip de l'UMP qui avait fait beaucoup parler. On va parler de l'actualité. Et l'actualité, il faut bien le dire, c'est le dévissage du président de la République dans les sondages. On va commencer par là. Nicolas Sarkozy dit qu'il sent bien les choses à 1 an des présidentielles. Est-ce que le président de la République reste pour vous le meilleur candidat pour 2012 ? Alors la réponse est clairement oui. Et c'est un oui enthousiaste et passionné, parce qu'on est à un moment où effectivement beaucoup voudraient qu'on ait un peu honte d'être de droite et du centre, d'être jeune et de droite et du centre. Et je peux vous dire que nous, on n'a aucun doute aux jeunes populaires sur voilà le bilan de Nicolas Sarkozy, tout ce qu'il a fait depuis 4 ans, sur voilà la nécessité, en tout cas parce que nous on le souhaite, qu'il se représente et qu'il soit réélu. Donc on va tout faire et tout mettre en œuvre dans les mois qui viennent pour qu'il soit réélu. C'est notre job de militant. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important, pas parce qu'on est idolâtre d'un tel ou d'un tel, mais parce qu'on veut pas perdre du temps avec la gauche comme nos parents ou nos grands-parents ont pu le faire dans les années 80. On n'a pas le temps de laisser la gauche au pouvoir. On n'a pas le temps de revenir aux emplois jeunes. On n'a pas le temps de tenter les 32 heures. On n'a pas le temps d'augmenter les impôts à gogo. Voilà, je crois que c'est très important. Et maintenant. Et vous, les sondages, ça vous laisse complètement de marbre, c'est-à-dire qu'il soit à 48, à 30, maintenant en dessous de 30 à 28, peut-être demain autour de 20% si ça continue. Ça vous laisse totalement calme, alors tranquille, d'abord, serein. Je pense que si on regarde la situation dans le monde, on voit que tous les dirigeants aujourd'hui, au lendemain de la crise, ils sont en difficulté parce que la crise, c'est une période très très dure, parce que c'est la pire crise depuis la Seconde Guerre mondiale, et que vous voyez Obama qui a perdu les élections de mi-mandat, Merkel qui, malgré un taux de chômage qui est le plus bas en Allemagne depuis l'après-guerre, eh bien, a du mal, perd les élections locales. Donc que Nicolas Sarkozy ait des difficultés dans les élections locales ou dans les sondages, soit. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est d'abord mettre en avant le bilan. Et je crois que c'est très important parce qu'il y a des choses tellement nombreuses qui ont été faites et qui peuvent paraître finalement comme si elles avaient eu lieu avant 2007. Eh bien, il faut le rappeler. Par exemple, la réforme de l'université pour la jeunesse. C'est très important. Ça fait qu'aujourd'hui, nos universités, elles améliorent leur classement dans le grand classement de Shanghai. Pareil sur le service minimum. On va venir au bilan. Voilà. On va venir au bilan. Reste un instant sur Nicolas Sarkozy, si vous le voulez bien. Il faut mettre en avant le bilan. Et puis, il faut que nous, on continue à expliquer quand même que, effectivement, en 2012, il y aura un choix. Il y aura un choix entre... Alors justement, un moment sur ce choix, justement, il y aura un choix aussi dans votre camp. Que prévoient les statuts de l'UMP, dont vous êtes l'un des dirigeants, par rapport au choix du candidat? Est-ce qu'il doit y avoir un vote? Est-ce que ça doit être sanctionné par un vote? Alors, il y a eu une réforme en 2007 qui dit que le président de la République, s'il souhaite se représenter, doit effectivement passer devant le vote des militants. Aujourd'hui, c'est ce qui est écrit. On verra si ce sera ça qui sera appliqué. Moi, je vous réponds très naturellement. On a un candidat naturel. On a des différences à droite et au centre, mais on a une unité derrière Nicolas Sarkozy, ce qui fait toute notre différence. Donc vous aimeriez qu'il n'y ait pas de vote? Non, franchement, moi, je sais pas si c'est pas forcément à moi de répondre à cette question parce que moi, je suis attaché à Nicolas Sarkozy, je ferai tout pour qu'il se représente et comme je vous le dis, c'est notre candidat naturel. Alors après, est-ce qu'il faut un vote ou pas? Sincèrement, vous feriez un vote aujourd'hui parmi nos militants, une écrasante majorité vote Nicolas Sarkozy malgré tout ce qu'on entend, malgré tout le dénigrement. Vous savez, je crois que souvent quand les gens dans la rue, quand je suis dans le 10e arrondissement ou le 3e dans ma circonscription, quand les gens me disent, ils critiquent Nicolas Sarkozy, moi je leur dis 2 choses. D'abord, peut-être qu'il y a eu quelques erreurs ça et là, mais franchement, il s'est défoncé pour notre pays. Et la deuxième chose, c'est est-ce que vous pensez que Ségolène Royal aurait mieux fait depuis 2007? Et franchement, même les gens de gauche ne peuvent pas vous répondre oui à cette question. Alors, Nicolas Sarkozy reste votre candidat pour 2012. On a appris que Jean-Louis Borloo quittait l'UMP et les jeunes radicaux ont annoncé hier que leur départ aussi de l'UMP. Si Jean-Louis Borloo se présente, est-ce que ça ne sera pas le chevènement de l'UMP? Alors d'abord, moi, ce que je voudrais vous dire sur le départ des jeunes radicaux annoncés, d'abord, c'est que je le regrette en tant que président des jeunes populaires. La deuxième chose, c'est que je crois que cela ne représente pas la majorité des militants du mouvement des jeunes radicaux, parce que tous les retours que j'ai dans les fédérations montrent qu'il n'y a pas aujourd'hui de volonté de l'ensemble du mouvement des jeunes radicaux de partir. Je pense que c'est une peut-être volonté de certains dirigeants de ce mouvement, mais pas de tous les militants. Et la troisième chose, du président déjà. Quand même. Oui, peut-être. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, parce que j'étais encore hier à Nancy, qui est une terre un peu radicale, voire beaucoup,
j'ai pas sentiment que les jeunes radicaux s'en vont. Au contraire. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que nous, jeunes militants, vous savez, nous, on sait pas. Pour la plupart, on a adhéré après 2002, après la fondation de l'UMP. Donc, on se dit pas, est-ce qu'on est centriste, de droite dure. Non, pour nous, ce qui compte, c'est qu'on est Sarkozy, c'est qu'on est attaché et on est les garants de l'unité. Voilà. Donc, et c'est aussi ce que je pourrais vous dire sur la question de Jean-Louis Borloo, c'est que moi, je crois que il faut pas se tromper. Notre électorat, il nous sanctionne quand on est divisé. Donc, moi, je crois que Jean-Louis Borloo, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup dans le gouvernement avec Jacques Chirac, avec Nicolas Sarkozy jusqu'en 2010. Et puis, voilà, qu'à un moment donné, il y ait une volonté d'exprimer d'autres idées, soit. Mais je suis très attaché, en tout cas, et moi, je suis partisan qu'il y ait de l'unité dans notre famille politique, parce que, voilà, c'est aussi la force, et c'est ce qui a fait qu'on a gagné en 2002 et en 2007. Qui est maintenant une confédération du centre qui s'organise, et plutôt du centre droit, d'ailleurs, parce que ce sont des dirigeants qui assument le fait d'être au centre droit. Est-ce que ça ne signifie pas tout bonnement la fin de l'UMP ? Qui voulait être le parti unique de la majorité. Alors Yves Doré, vous auriez raison si depuis une semaine on avait vu des dizaines de parlementaires ou des dizaines d'élus, voire même des milliers de militants dire je quitte l'UMP. Moi j'ai vu par exemple que la fédération de Paris du Parti Radical a dit qu'elle ne partirait pas, quelle que soit la décision du congrès du Parti Radical. Chez les jeunes militants, je pense, voilà, je crois que la situation est moins homogène, moins monolithique que celle qu'on veut nous laisser croire. Et je pense qu'aujourd'hui, les élus comme les militants sont quand même attachés à cette idée d'unité. Et je crois qu'il ne faut pas se tromper. Le seul qui peut gagner aujourd'hui pour la droite et les centres en 2012, c'est Nicolas Sarkozy. C'est personne d'autre. Et je crois que les choses doivent être très claires. Et donc, je pense que celles et ceux qui tenteraient de remettre en cause ça auront une responsabilité vis-à-vis de notre avenir, parce que laisser la France à la gauche, c'est perdre du temps, c'est perdre de l'argent public, c'est faire du gaspillage, et par rapport à notre propre famille politique et à nos valeurs. Je crois que celles et ceux qui veulent défendre le mérite et l'effort, le travail, le fait que l'égalité des chances, ça marche encore en France, il faut aujourd'hui être unis derrière Nicolas Sarkozy. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on voit la réforme de la dépendance, quand on voit encore la réforme du lycée ou la promotion de l'apprentissage et de l'alternance, on voit bien qu'on a un gouvernement qui est pas en train justement de rien faire pour être en campagne. On a un gouvernement qui agit pour les Français. Je crois que c'est ça qu'il faut qu'on retienne. Et dans cette action, il y a un besoin d'unité. Benjamin Lancard, Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur chargé aussi des cultes, a reçu vendredi les représentants des cultes. Il a été beaucoup question de laïcité au lendemain de ce fameux débat qui a suscité beaucoup de controverses. Est-ce qu'il lâche du lest en créant une commission interministérielle ? Moi, je crois pas. Je pense que quand l'UMP a remis ses propositions il y a maintenant 2 semaines, déjà avant on dit ah là là mais quelle horreur ce débat. Bon, dans les faits, moi j'ai assisté à tout le débat. Il y avait par exemple des représentants de différents cultes comme le grand rabbin Gilles Bernheim, qui d'ailleurs lui-même avait dit qu'il avait quelques réserves sur le débat, mais qui a quand même participé au débat. Franchement, si vous étiez là, vous auriez vu un débat d'un très haut niveau intellectuel et avec des propositions de très très bonne qualité qui, je crois, ont permis vraiment de montrer que ce débat était un débat nécessaire, comme la France en a tous les 7-8 ans sur le thème de la laïcité. Aujourd'hui, l'idée de Claude Guéant et l'idée du gouvernement, c'est de faire par exemple un code de la laïcité qui reprend les pratiques. Et moi, je vous pose des questions très concrètes, mais est-ce que vous pensez que c'est au patron du lycée ou d'un collège de répondre à la question, est-ce que quand il y a une sortie d'école, on doit ou pas laisser une maman porter le voile, accompagner les enfants ? Est-ce que quand on a des demandes sur, par exemple, la nourriture de telle ou telle pratique, est-ce que on doit laisser la décision au chef d'établissement ou non ? Bien, moi, je pense que la force de la laïcité, principe républicain dans notre pays, c'est que c'est un principe écrit, c'est un principe général, et qu'il vaut mieux fixer des règles. Et je crois que c'est ce qui est en train d'être fait, de manière avec de la concertation. Et je pense que, vous savez, il y a eu en 92 l'arrêt Quairoy du Conseil d'État sur le sujet de la laïcité. Ensuite, il y a eu l'affaire Stasi, le rapport Stasi en 2003. Et puis aujourd'hui, il y a un autre débat pour adapter toujours en permanence notre Donc vous êtes contre le fait, par exemple, que des mamans accompagnent qui viennent accompagner des sorties dans les écoles, portent le voile à cette occasion-là. Ce sera au débat de le trancher. Oui, mais vous êtes... Moi, je pense qu'effectivement, comme on a un principe de neutralité de l'espace public, et qui a été d'ailleurs réaffirmé avec l'interdiction de dissimuler son visage, et qu'on a l'interdiction des signes ostentatoires à l'école, moi je pense que quand il y a une sortie d'école... On ne parle pas là de voile intégral, non, bien sûr, on ne parle pas de niqab. Là, non, mais je vous réponds. Mais comme il y a l'interdiction de porter des signes ostentatoires à l'école, je pense que quand on est dans une sortie scolaire, on est encore dans le cadre de l'école, effectivement, je pense donc que... un papa, il ne faut pas non plus... S'il
porte la kippa lorsqu'il vient accompagner des enfants. Moi je suis plutôt de l'avis que, de la même manière qu'on ne dit pas de signe ostentatoire à l'école, dans une émanation de l'école, c'est une sortie scolaire, effectivement, je serais favorable à l'interdiction des signes ostentatoires. Et sur cette affaire assez compliquée sortie par Mediapart, les jeunes juifs religieux qui ne peuvent pas participer à un concours qui a lieu le deuxième jour de la fête de Pessah. Alors les jeunes radicaux de gauche disent que les principes de laïcité doivent prévaloir. Le grand rabbin de France dit c'est un procès en laïcité instruit à propos de cette demande d'aménagement des épreuves pour un certain nombre de juifs orthodoxes qui ne souhaitent pas passer ce concours. Qu'est-ce que vous dites, vous ? Moi d'abord, je pense que Valérie Pécresse a reconnu qu'il y a eu une erreur dans la fonction publique parce que, vous savez, il y a chaque année une circulaire qui donne les dates des principales fêtes religieuses sur lesquelles il faut faire attention à pas mettre d'examen. Et effectivement, il y a une erreur puisque la date de la fête de Pessah n'apparaît pas dedans. Donc, d'ailleurs, Ariel Schwab, président de l'UJF, de l'Union des étudiants juifs de France, a dit que ça n'apparaissait pas tout le temps. La meilleure des réponses, je crois que c'est celle de Claude Guéant qui a dit vendredi que c'était pas normal que ça ne soit pas apparu et que à l'avenir ça ne pouvait pas se reproduire. Donc voilà, je crois que pour le reste, ceux qui ont essayé d'impliquer je ne sais pas qui, des puissances d'en haut, je crois que c'est vraiment du fantasme et que la vérité c'est qu'il y a eu une erreur. Je le regrette parce que je trouve ça dur pour des élèves qu'ils doivent redoubler ou qui doivent avoir des difficultés dans leur cursus à cause de ça. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où il y a eu cette erreur, aujourd'hui on ne peut pas revenir dessus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des systèmes un peu aléatoires. Je crois que ce qui compte, c'est qu'à l'avenir, on en tire de leçons et que ça ne se reproduise plus. Mais effectivement, ça pose des cas difficiles pour ces élèves aujourd'hui concernés. Alors Benjamin Lincard, dans l'éventail des propositions de Claude Guéant qui fourmille ces derniers temps, on a aussi l'idée qu'il faut maintenant limiter l'immigration légale. Ça a fait sortir de ses gonds la présidente du MEDEF, Laurence Parisot, qui a dit son opposition à cette mesure, qui a dit que la France avait besoin d'une immigration légale, qui a dit que la France devait rester ouverte. Est-ce qu'aujourd'hui, la droite, dans la situation où elle est, peut se passer du soutien des patrons qui sont traditionnellement plutôt de votre côté ? Bon, d'abord, vous savez, c'est pas la droite égale patron et puis la gauche égale prolétariat, parce que sinon ça ferait longtemps que la gauche serait au pouvoir. Ouais, et comme c'est pas le cas en France actuellement, donc voilà. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que moi je pense que à court terme, effectivement, il faut adapter notre modèle d'intégration. C'est-à-dire que personne peut nous dire qu'aujourd'hui l'intégration fonctionne parfaitement en France. On voit bien que d'une certaine manière, les jeunes de la 3e, 4e génération de l'immigration, eh bien parfois se sentent moins français même que leurs parents ou leurs grands-parents. C'est qu'il y a un problème. Donc ça veut dire qu'il faut adapter notre modèle d'intégration. Donc ça, c'est une réalité. En revanche, donc ça veut dire qu'à court terme, effectivement, on peut se dire qu'on peut limiter. Et d'ailleurs, Claude Guéant a parlé de chiffres. Il a dit 20 000, 18 000. Donc c'est pas non plus une baisse monumentale. C'est que, en tout cas, il faut adapter et donc peut-être à court terme diminuer. En revanche, moi, je vous le dis à titre personnel, sur le long terme, je suis partisan effectivement d'une immigration légale parce que de toute façon, on en aura besoin. C'est le rapport Attali qui disait ça en 2007. On aura besoin parce que la démographie dans notre pays, même si elle est meilleure que celle d'autres pays européens, ne permet pas pour le moment le renouvellement, puisqu'on est en dessous du seuil de 2,1 du taux de fécondité. Je pense qu'il faudra de l'immigration légale à long terme. Donc voilà, je pense que... Et sur le regroupement familial, par exemple, vous êtes pour sa limitation ? Alors moi, je suis pour le concept d'une immigration choisie et pas subie, ça c'est clair. Et donc je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse venir des gens qui sont diplômés, qui peuvent apporter à la France, quitte d'ailleurs à ce qu'ils reviennent après dans leur pays, parce qu'ils apporteront aussi, ils contribueront à ces pays émergents pour pouvoir justement construire des routes, construire des villes, apporter bien sûr des soins, ça c'est très important. Mais en tout cas sur la question de l'immigration, de toute façon, elle ne doit plus être subie et je crois que on a bien vu les limites à un moment donné de la politique de regroupement familial à gogo, ça c'est clair. Mais en tout cas, voilà, je crois que c'est tout à fait complémentaire de dire à court terme, on adapte notre modèle d'intégration et à long terme, il faudra de l'immigration légale. Vous avez dit, à propos du Front National, s'il y avait un second tour, vous l'avez dit très, très clairement, s'il y avait un second tour PS-FN, vous voteriez PS. Est-ce que l'UMP tout entière serait sur cette position ? Alors d'abord, là, on parle de science-fiction et de cauchemar. Donc déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va tout faire dans les mois à venir pour ne pas que ça arrive et pour que Nicolas Sarkozy soit au second tour et qu'il l'emporte en 2012. Donc que les choses soient claires. En revanche, voilà, moi c'est vrai que je me suis engagé suite au 21 avril notamment. J'ai pris ma carte à l'UMP quand j'avais 17 ans en 2002, quand l'UMP venait d'être créée. Et c'est clair que dans le cas d'un duel
PSFN, encore une fois, qui me paraît cauchemardesque pour la France, évidemment, moi, je ne fais pas du tout pour moi, il y a pas de doute, et c'est vrai que mon vote irait, à titre personnel, pour le Parti socialiste. Alors maintenant, ce que ferait l'UMP, écoutez, d'ailleurs, ce qu'on fait déjà actuellement, c'est de tout faire pour que Nicolas Sarkozy soit réélu. Voilà. Et je crois que ce qu'il y a de plus beau à souhaiter à la France aujourd'hui, c'est de ne pas se retrouver dans cette situation-là, de ne pas se retrouver avec le Front National au deuxième tour, et d'avoir effectivement un duel gauche-droite où on pourra clairement montrer qui aujourd'hui est un parti d'avenir. Je crois que c'est nous. C'est nous parce que c'est nous qui incarnons les réformes, c'est nous qui sommes capables d'adapter notre pays à la compétitivité en matière d'enseignement, en matière d'emploi. Et je crois que là, ailleurs, malheureusement, c'est un parti un peu plus de la lâcheté et de la démagogie. Justement, dans ces objectifs-là, on a le sentiment que Claude Guéant joue un rôle majeur parce que, depuis quelque temps, il a des déclarations sur l'immigration, sur l'islam. On dit parfois qu'il double à droite le Front National. Est-ce que Claude Guéant, aujourd'hui, c'est l'arme anti-Marine Le Pen ? Mais alors ça, je crois que c'est un tout petit peu de l'ordre du fantasme. Parce que je crois que Claude Guéant, c'est le ministre de l'Intérieur qui dit qu'on va remettre plus de policiers, par exemple, dans les transports franciliens. Moi, je suis conseiller régional d'Île-de-France. À chaque fois, les habitants, quand je fais du porte-à-porte, quand je traque, les gens me disent on voudrait plus de sécurité dans les transports franciliens parce qu'il y a une forme d'angoisse et qu'il faut y répondre. C'est son rôle en tant que ministre de l'Intérieur. Claude Guéant, c'est aussi celui qui trouve qu'il y a trop de musulmans aujourd'hui en France. Non, alors ça, là, vous dites des choses qu'il n'a pas dites. Et que certains Français peuvent ne plus se sentir chez eux. Il souligne que le modèle d'intégration français doit être adapté et qu'effectivement, il y a bien sûr des interrogations. Mais de toute façon, qu'on le veuille ou non... Racisme, pense déposer plainte contre Claude Guéant. Ce ne sera pas la première fois qu'ils font des plaintes. Et la plupart son prédécesseur a été condamné pour des faits d'incitation Moi, je trouve c'est un peu insupportable dans ce pays que dès que on a le sentiment qu'il dit tout ce qu'il dit pour faire baisser. D'ailleurs, il faut bien reconnaître que depuis que Claude Guéant est au gouvernement, on parle moins de Marine Le Pen. Mais ça, là encore, vous savez, c'est pas, on conduit pas un pays ou une politique de sécurité ou d'immigration comme on conduit une Formule 1 en se disant alors je vais à droite, à gauche. Non, c'est pas ça. On se dit qu'on répond aux attentes des gens. Les attentes des gens, c'est qu'on veut plus de sécurité, qu'on veut plus de présence policière et plus de vidéosurveillance parce que c'est ça aussi qui nous protège, tout simplement. Faut pas oublier que l'État protège les plus faibles, notamment en matière de sécurité, et qu'ensuite il pose les bonnes questions quand il dit qu'effectivement il faut adapter notre modèle d'intégration, tout simplement. Et quand on parle par exemple de la question des prières dans les rues, c'est un fait qu'aujourd'hui, c'est une question dont les gens parlent, que vous le vouliez ou non. Moi, je vais dans la France toutes les semaines, 2 à 3 fois par semaine en me déplaçant. À chaque fois, ce sont des sujets qui reviennent. Donc, je crois que c'est tout à fait complémentaire de dire il faut plus de policiers dans les transports, il faut adapter notre modèle d'intégration, la place des religions, mais aussi le fait qu'on se sente plus français, et ça je crois que c'est très important. Je crois que d'une certaine manière notre modèle d'intégration a souffert que pendant 20-30 ans on a rangé notre drapeau français, nos valeurs républicaines dans la poche. Je crois qu'il faut qu'on en soit fier. La France est un grand et un beau pays. Moi vous savez je suis fils de rapatrié pied noir, donc j'ai aucun mal à vous dire que la France doit être un creuset, doit être un pays de tolérance et d'accueil, et j'espère qu'elle va le rester, et elle le restera, parce que c'est la vision que la droite et le centre nous avons, mais en même temps quand on accueille des gens, on demande aussi que les règles soient respectées dans notre pays. Et je pense que le malheur dans notre pays, c'est que pendant 20-30 ans, ce type de discours a été condamné par les forces de la bien-pensance et qui ne sont pas des forces de l'intelligence. Alors Benjamin Lancard, on va parler un peu de politique étrangère, parce que ce sont des sujets qui vous intéressent. Vous avez reçu vendredi dernier des blogueurs égyptiens. Vous avez été il y a pas longtemps à l'invitation de l'UEJF. Vous avez fait un voyage en Israël et dans les territoires palestiniens en compagnie des jeunes socialistes. D'ailleurs, on va en parler. Mais d'abord, l'affaire libyenne qui préoccupe beaucoup nos auditeurs, nos concitoyens. Jusqu'où peut-on aller dans l'intervention française en Libye après la déclaration Obama-Sarkozy-Cameron? D'abord, faut la rappeler, cette déclaration. Elle dit que ces 3 pays, donc France, Grande-Bretagne et États-Unis, agissent avec un mandat clair de l'ONU, un mandat sans précédent qui a eu le soutien d'ailleurs de la Ligue arabe et du Conseil de sécurité de l'ONU, donc c'est quand même très important. Et effectivement, ce texte, cette tribune dit que l'avenir de la Libye, évidemment,
n'est pas possible avec Kadhafi. Voilà ce qui est dit. Je crois que ça fait bientôt un peu moins d'un mois que les forces de l'OTAN et donc les forces de la coalition agissent actuellement en Libye. Je crois que c'était important parce qu'on a évité un carnage, il faut quand même le rappeler. On a évité que des mercenaires, parce que dirigés par un dégénéré comme Kadhafi, liquident un peuple, le peuple libyen. Et donc je crois que c'est important d'abord de rappeler l'importance de l'intervention de la coalition en Libye et de dire qu'il faut qu'on soutienne bien sûr encore les forces qui aujourd'hui résistent à Kadhafi, et puis qu'en même temps qu'il y ait un soutien humanitaire et qu'évidemment on envisage l'avenir de la Libye sans Kadhafi. Voilà, je crois que les choses sont claires et je crois que on a beaucoup accusé la France de pas être assez précurseur, d'être à la traîne. Franchement, je crois que c'est l'honneur de la France et l'honneur de Nicolas Sarkozy d'avoir réussi à convaincre les autres chefs d'État pour qu'on sauve le peuple libyen et qu'aujourd'hui, on ait évité un carnage et qu'on soit capable d'aborder l'avenir dans cette région avec une troisième voie. Auparavant, vous aviez soit les courants islamistes type iranien, vous avez soit les dictatures avec, d'une certaine manière, des dictatures laïques. Aujourd'hui, on voit qu'il y a autre chose. Il y a les démocraties dans le Proche et le Moyen-Orient et je crois que c'est, je pense franchement pour quelqu'un comme moi, jeune, un formidable signe d'espérance pour l'avenir dans cette région. Vous avez des contacts avec la jeunesse libyenne, comme vous en avez pris avec la jeunesse égyptienne ? Alors, pas la jeunesse libyenne. La jeunesse égyptienne, effectivement, on les a reçus vendredi à l'UMP. D'ailleurs, c'était une initiative de Valérie Offenberg. Et d'ailleurs, ils ont aussi rencontré Jean-François Copé. Donc, il y a vraiment une volonté de l'UMP d'accompagner la transition démocratique en Égypte. Pour vous dire ce qui s'est passé, moi, je leur ai expliqué comment nous, on organisait un mouvement de jeunes. Comment est-ce qu'on maillait le territoire, comment est-ce qu'on était présent sur Internet. Et c'est vrai que d'une certaine manière, l'engagement de la jeunesse égyptienne pour plus de démocratie, pour plus de liberté, fait qu'ils ont aussi la chance d'avoir une jeunesse qui s'engage, qui veut participer à l'avenir et qui veut participer à la reconstruction de ce pays. Et donc, je pense que je leur ai dit d'ailleurs qu'ils ont quand même une opportunité assez magnifique. Donc, c'était assez intéressant comme échange. Et de la même manière, quand on est allé, comme vous le disiez, Monsieur Malka, en Israël et dans les territoires palestiniens avec l'UEJF, à l'invitation de l'UEJF, avec les jeunes socialistes, et d'ailleurs, il y avait les jeunes démocrates et les jeunes centristes, ce qui était intéressant, c'est qu'on a parlé à la jeunesse, d'ailleurs, israélienne et palestinienne. Et que, je dois vous dire que, moi, ce qui l'a emporté, c'est plutôt un sentiment de pessimisme là-bas actuellement. C'est qu'on ne voit pas actuellement, des deux côtés, quelle initiative pourrait mener à la paix. Et ça, c'est quelque chose de très préoccupant. On va parler un instant du printemps arabe. Vous savez que le Quai d'Orsay a organisé un colloque sur le printemps arabe. Alain Juppé a clôturé ce colloque et il semble avoir souhaité qu'un dialogue s'ouvre sans complexe avec les courants islamistes. Alors, il aurait dit islamique, mais le Quai d'Orsay corrige et dit qu'il a dit en fait qu'il pensait au courant islamiste. Dès lors, précise-t-il, que les principes que je viens d'évoquer, les règles du jeu démocratique, sont respectés. Est-ce qu'on a raison aujourd'hui, la France, la diplomatie française, de vouloir dialoguer avec les islamistes du monde arabe? Alors là, d'abord, vous essayez de me faire commenter quelque chose qui n'est pas sûr, puisque c'est interprété par le Quai d'Orsay comme ça. Alors non, mais moi, je peux dire que et d'ailleurs, je crois que c'est ce qu'Alain Juppé a dit dans le cadre de cette réunion sur le printemps dans les pays arabes, c'est que la question, c'est qu'il y a une politique française qui est équilibrée. C'est-à-dire que quand, par exemple, Alain Juppé et la France appellent à la modération, la répression en Syrie actuellement, ou saluent, par exemple, les initiatives vers plus de transition démocratique en Algérie, après à la suite du discours du président Bouteflika, c'est extrêmement équilibré. Et je crois que aujourd'hui, on a entendu en janvier beaucoup de critiques sur la position française. Je crois qu'elle est extrêmement équilibrée. C'est une position qui, accompagne la transition, demande que les peuples arabes aient aussi le droit de disposer d'eux-mêmes. Ça me paraît évident, vital, et c'est pour ça que la France est intervenue en Libye, d'une certaine manière qu'elle est toujours du côté des droits de l'homme et de la démocratie en Afghanistan, et que en même temps, il y a aussi un accompagnement, que ce soit en Syrie ou en Algérie, vers plus de transition. Et je crois que c'est une position équilibrée. De la même manière sur le conflit israélo-palestinien, alors est-ce que ça inclut quand Juppé dit un dialogue avec les islamistes, est-ce que il a dit islamique. Non, mais il a dit islamique, donc non, mais voilà. Oui, non, mais enfin, il vous dira lui-même. La France propose un dialogue aux islamistes. Et je vous demande, est-ce que au moment où ça bouge à Gaza, c'est en train de bouger, est-ce que c'est le moment d'ouvrir un dialogue avec le Hamas? Est-ce que c'est cela que la déclaration veut dire? Alors d'abord, ce sera au président de la République de dire
si on a un dialogue avec qui que ce soit sur ce sujet-là. Donc je crois que les choses doivent être très claires. Je pense qu'aujourd'hui la France dans le conflit israélo-palestinien a une position très équilibrée. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr la nécessité de défendre le droit à Israël d'exister et d'assurer sa sécurité. Et en même temps, comme l'a dit Nicolas Sarkozy quand il était invité à la Knesset en 2008, c'est aussi l'idée que la France soutient l'idée d'un État palestinien un jour avec Jérusalem comme capitale. Les choses sont très équilibrées et je crois que il faut pas chercher de polémique là où il y en a pas. En revanche, moi je peux vous dire pour vous, Jérusalem doit être la capitale pour deux peuples. Je sais ce que Nicolas Sarkozy a dit, c'est la position de la France. Et vous partagez cette position ? Oui, je le pense, parce que je crois que les amis d'Israël doivent inviter Israël aujourd'hui à arrêter cette position un peu trop actuellement isolée, parce qu'elle est dangereuse, je pense, pour l'avenir d'Israël. Elle est peu marcher à court terme, mais à long terme, je pense qu'elle est dangereuse. Et je crois que la position de la France, qui est de dire, il faut bien sûr le droit à Israël à sa sécurité, le droit d'Israël d'exister, bien sûr, et en même temps le droit à un État palestinien, ça me paraît une position équilibrée. J'ajoute que j'ai été très gêné et très choqué par la manière dont en France il y a eu un traitement médiatique autour de cette famille en Israël, enfin qui a été sauvagement assassinée en Cisjordanie. Voilà, je crois que ça a été extrêmement choquant parce que on a dit oui, c'est des colons. D'accord, mais je crois que quand même si effectivement, moi je suis partisan qu'il y ait un accord sur la fin de la colonisation, mais quel que soit ce statut, on ne peut pas tolérer aujourd'hui, et c'est inacceptable, et c'est profondément choquant qu'une famille ait été sauvagement massacrée comme ça a été le cas. Et je crois que c'est important de dire que derrière bien sûr le fait qu'ils aient été en Cisjordanie, il y a bien sûr quand même le massacre d'une famille, et ça c'est profondément inacceptable. Dernière question, Yves Doré. Pour terminer, Benjamin Lancard, peut-être qu'on devrait revenir en France parce qu'il va y avoir une campagne présidentielle. Vous avez déjà votre candidat, c'est Nicolas Sarkozy. Quel rôle comptez-vous faire jouer au mouvement que vous présidez des jeunes populaires ? Parce que, en règle générale, le mouvement des jeunes prend tout son sens, justement, lors de ce type d'événement qui est la campagne présidentielle. Alors d'abord, on a un moment passionnant, parce que nous qui sommes militants, on aime la politique, et le moment de la campagne présidentielle, c'est le moment le plus passionnant, parce que quand vous tractez à la sortie d'un métro, d'une gare, les gens parlent politique et on est là pour en parler avec eux. Donc ça, c'est quand même un moment magique. Je crois que pour les 25 000 militants des jeunes populaires, premier mouvement jeune politique dans le pays, c'est une chance. Et on doit participer, à mon avis, de deux manières. La levée en masse sur le terrain et sur Internet. C'est pour ça que sur Twitter, sur Facebook, on est très présent. Et puis la contribution au projet. La levée de fonds ? La levée en masse. C'est la formule de Jean-François Copé pour dire qu'on doit être très très militant, participer partout aux actions militantes, convaincre chaque Française et chaque Français, partout où ils sont, pour leur dire qu'il y a beaucoup qui a été fait depuis 2007 et il faut continuer, il ne faut pas perdre de temps avec la gauche. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on doit, à mon avis, contribuer au projet de notre famille politique. Et c'est pour ça qu'actuellement, on fait 12 forums en région Horizon 2012 pour justement parler du projet. Hier, j'étais à Nancy sur le thème de la famille. La semaine dernière, sur le thème de l'emploi des jeunes dans l'Oise, avec Édouard Courcial. Et à chaque fois, on parle justement des propositions d'avenir. Moi, vous savez, pour terminer, je crois que on peut critiquer beaucoup Nicolas Sarkozy. On peut dire que parfois, ceci, ça n'a pas été. Mais d'abord, encore une fois, je pense qu'on peut saluer tout le courage et le fait qu'il est tenu. C'est-à-dire qu'il a dit ce qu'il ferait, puis il fait ce qu'il dit. Et surtout, je crois qu'aujourd'hui, l'UMP et Nicolas Sarkozy, c'est le seul parti d'avenir dans ce pays. Et je crois qu'il ne faut pas se tromper. D'un côté, vous avez Marine Le Pen qui dit on va sortir de l'euro. Franchement, demain, c'est la banqueroute si on sort de l'euro. Et puis vous avez la gauche qui dit allez, on refait les emplois jeunes, qui ose les qualifier d'emplois d'avenir. Vous savez, la gauche actuellement, la seule chose qu'elle a fait bien dans le développement durable, c'est qu'elle a recyclé. Elle a recyclé des propositions. Elle a plagié. Villepin veut faire un revenu citoyen. C'est une erreur. C'est même pas une... Je pense que c'est une erreur. Ça coûte 30 milliards d'euros. On n'a pas les moyens de se le payer. Donc la vérité, c'est que aujourd'hui, l'UMP, c'est le seul parti pour l'avenir dans notre pays, et que si on veut que l'avenir soit meilleur en France que le quotidien, il y a que l'UMP, il y a que Nicolas Sarkozy qu'il faut soutenir en 2012. Merci Benjamin Lancard, président des jeunes de l'UMP, qui était l'invité ce matin du grand entretien.